famille, bienvenue sur votre chaîne Fateleku Kemet. Nous louons le Créateur de l'univers et nous honorons nos ancêtres. Fateleku Kemet est une chaîne pédagogique. Nous présentons des livres, nous faisons aussi des commentaires sur l'actualité. Ceci pour inspirer, encourager les Africains, particulièrement la jeunesse africaine, à se réapproprier son passé pour mieux comprendre son présent afin de se donner les moyens de se propulser vers le futur. Et donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons attirer votre attention sur des événements qui sont en train de se dérouler en Mauritanie, au moment même où nous parlons. Il y a près d'un mois maintenant, les populations africaines de Ngaoulé, un village qui est à cheval sur le fleuve Sénégal, qui sépare le sud de la Mauritanie du nord du Sénégal. Ce village a commencé des manifestations, il y a près d'un mois, comme on l'a dit. Ils manifestent contre la spoliation de leurs terres. Ils manifestent contre une tentative d'expropriation de leurs terres par l'État mauritanien par le biais de particuliers. Des gens venus du Maroc pour certains, d'autres des Beydans, des Arabo-Berbères en Mauritanie, ont commencé à aménager les terres des Africains. Les Africains ont demandé ce qui se passait, la population locale de Ngaoulé, on leur a dit que ces terres-là ont été vendues. Et ceux qui détiennent les terres refusent de leur dire qui leur a vendu ces terres. Et donc, en face de ces manifestations, le gouvernement de l'État mauritanien n'a répondu que par la brutalité. Ils sont donc en train de brutalement réprimer des manifestations pacifiques. Parce que ce peuple africain de Ngaoulé, avec le soutien d'autres populations du sud de la Mauritanie, le long du fleuve Sénégal, qui les ont joints dans ces manifestations-là, eh bien, on les réprime brutalement. On nous dit qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont encore en prison au moment où nous parlons. Des femmes enceintes. Et donc nous disons au gouvernement mauritanien de libérer ces manifestants. Leur détention est illégale. On ne met pas quelqu'un en prison parce qu'il manifeste pour ses droits. C'est illégal. Et donc, frères et sœurs, nous vous demandons de disséminer cette information de sorte à ce que les Africains, la communauté africaine de Ngaoulé, ne se sentent pas seuls. Quand des Africains sont en difficulté, que ce soit sur le continent ou ailleurs, on se doit de les soutenir d'une manière ou d'une autre. Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Mauritanie, nous allons faire un petit rappel historique pour contextualiser et vraiment expliquer de façon à ce que les gens comprennent réellement ce qui est en train de se passer. Mais avant cela, on aimerait remercier et envoyer nos encouragements aux populations du sud de la Mauritanie, particulièrement à ceux qui sont affectés et qui sont en train de se battre, c'est-à-dire les Africains de Ngaoulé. Nous vous disons, nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Et votre slogan nous dit ce que vous pensez. L'Edam Iyamam.
Pour ceux qui ne comprennent pas Pulaar, parce qu'ils parlent Pulaar dans cette région de la Mauritanie. Leydam Idiamam veut dire ma terre, mon sang. Quand un Africain utilise certains mots dans la même phrase, il faut être africain pour savoir ce qu'il dit. Quand un Africain dans la même phrase dit terre et sang, ça veut dire qu'il est déterminé. Ça veut dire qu'il est sérieux. Ça veut dire que sur ce point-là, il est intransigeant. Et donc nous disons à l'État mauritanien qui probablement ne peut pas percevoir le contenu de ces mots, nous leur disons que les Africains ne perdront pas leur terre et que la répression brutale dont ils sont victimes ne servira à rien. Cela ne fera que renforcer leur détermination. Et donc, encore une fois, nous leur disons merci à ces populations africaines du sud de la Mauritanie et nous leur disons qu'ils ne sont pas seuls. En ce qui concerne la Mauritanie de façon générale, pour ceux qui ne connaissent pas ce pays, c'est un pays qui, comme vous le voyez sur cette carte, se situe au nord du Sénégal, à l'ouest du Mali, au sud du Sahara. C'est un pays que certains appellent un trait d'union entre le nord de l'Afrique et l'Afrique au sud du Sahara. En réalité, la Mauritanie est un pays africain, comme tous les autres pays africains. C'est un pays qui est majoritairement peuplé par des Africains. L'autre population qui vit avec ces Africains en Mauritanie sont les Arabo-Berbères. Ils s'appellent eux-mêmes les Beydan. Dans leur langue, qui est le Hassaniya, Beydan veut dire blanc. Donc vous avez sur ce territoire, ce vaste territoire, dont la partie nord est désertique et la partie sud est plus humide. Les Arabo-Berbères, les Beydan, ne sont pas autochtones de ce territoire. Ils ne sont pas autochtones de l'Afrique. C'est un peuple arabe qui vient hors d'Afrique. Ils viennent de la péninsule arabique, particulièrement le sud, le Yémen. Et ils arrivent entre le 8e et le 12e siècle par des vagues successives, des vagues d'immigration successives. Et donc, ce sont eux qui ont graduellement poussé les populations dans ce territoire qu'on appelle aujourd'hui la Mauritanie, vers le sud. Les autochtones de ce territoire sont les Haratines, dont près de 20% sont encore en esclavage. Et nous ne parlons pas d'un esclavage moderne ou d'un travail forcé, mais d'un esclavage. Un esclavage dont nous parle un auteur, Monsieur Mohamed Yahya Ould Siré, qui est lui-même d'origine haratine. Et le titre de son livre, un livre important pour tous ceux qui veulent comprendre la Mauritanie et son fonctionnement. La Mauritanie est le titre, le sous-titre, entre l'esclavage et le racisme. Et donc on va s'appuyer sur ce livre pour donner une idée à ceux qui ne sont pas familiers avec la Mauritanie, vraiment de quoi il s'agit. La Mauritanie est fameuse d'abord pour un fait particulier. C'est le dernier pays au monde à avoir aboli l'esclavage. Abolition entre guillemets, bien entendu. La Mauritanie
est un pays qui a été colonisé par les Français. Mais la Mauritanie, contrairement aux autres pays colonisés par la France, ont eu une différente histoire après la colonisation. On pourra peut-être revenir sur ça. Mais pour le moment, on va vous lire quelques paragraphes du livre de M. Mohamed Yahya Ould-Siré. Il dit dans l'introduction: le but de l'ensemble de ces articles, il parle des articles dans ces livres, est de montrer le mode de fonctionnement de l'esclavage en Mauritanie. L'esclavage dans ce pays est un véritable fléau. Il dit: il se caractérise par une inégalité entre le maître et l'esclave. Ce dernier subit la volonté du premier. L'esclave est considéré comme un animal auquel le maître peut faire subir toutes sortes de travaux et de sévices. Il travaille sans être payé. Il peut être loué, donné, échangé, prêté, vendu, etc. Il subit en plus des sévices physiques pouvant entraîner la mort. Donc ça, c'est un petit passage dans l'introduction. Et nous rappelons que ce livre a été publié en 2013. Donc, M. Yahya Ould-Siré ne parle pas d'il y a 400 ans ou 300 ans. Et à l'heure où nous parlons, nous savons qu'il y a des Africains qui sont mis en esclavage en Mauritanie, qu'ils appellent des Haratines, mais ce sont des Africains. Yahya Ould-Siré explique pourquoi la situation en Mauritanie persiste. Il l'explique dans ce passage. L'idéologie a une fonction pratique. Elle sert de moyen de domination des forts sur les faibles en manipulant les esprits. En Mauritanie, les traditions ancestrales et l'islam constituent une base idéologique qui fonde la supériorité du maître sur l'esclave. La supériorité du maître, d'un point de vue traditionnel, peut être justifiée sur des bases raciales. El-Asabiyya, l'appartenance au même groupe. Certains groupes se considèrent supérieurs à d'autres, du fait de leur ascendance. Ainsi, tout arabe se croit supérieur aux noirs. Il est donc logique pour lui de réduire le noir à l'esclavage. Sa vision du monde l'autorise à asservir le noir. L'esclavage est aussi justifié par la religion. Dans la religion musulmane, l'esclavage est légalisé. La supériorité du maître sur l'esclave est reconnue. Voici deux versets qui justifient le statut de l'esclave et de la femme. Sourate 16, verset 71. Dieu a favorisé certains d'entre vous, plus que d'autres, dans la répartition de ses dons, que ceux qui ont été favorisés ne reversent pas ce qui leur a été accordé à leurs esclaves, au point que ceux-ci deviennent leurs égaux. Nieront-ils les bienfaits de Dieu? Aussi, il est de même du verset 178, sourate 2. Ô vous qui croyez, la loi du talion vous est prescrite en cas de meurtre. L'homme libre pour l'homme libre, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme. Et donc il continue. L'esclavage en Mauritanie est un tabou. La Mauritanie en 1981
en signant toutes ces conventions relatives à l'interdiction de la pratique de l'esclavage, est resté dans le déni malgré avoir signé ces conventions. Et donc ce n'est que en 2007 que l'État mauritanien décide enfin de criminaliser la pratique de l'esclavage. Parce qu'entre 1981 et 2007, il y a eu des cas qui ont été exposés et ils ne pouvaient plus le nier. Et donc ils sont passés à une étape supérieure pour dire que maintenant l'esclavage est devenu un crime, comme si ça ne l'était pas depuis 1981. Un autre Mauritanien, Monsieur Biram Abeid, qui est un opposant politique, un farouche opposant politique, un courageux opposant politique en Mauritanie, qui n'a pas peur de dire les vérités. Et il a fait une tournée où il est passé dans les pays africains pour essayer de sensibiliser les gens au cas de la Mauritanie, c'est-à-dire cet esclavage perpétuel dont on n'arrive pas à se débarrasser, mais dont on va se débarrasser. Soyez-en sûrs. Il passe au Sénégal, il donne une interview à un journaliste. Et il lui dit, nous ne comprenons pas, nous les Haratines, nous les Africains de la Mauritanie, nous ne comprenons pas pourquoi nous subissons ce que nous subissons en Mauritanie sans qu'il y ait un outrage de la part des Africains. Il dit, il fait le parallèle, il n'y a aucune différence entre le régime raciste de l'apartheid de l'Afrique du Sud des années 70-80 jusqu'en 90-94. Il dit que s'il y a un parallèle, vous avez là-bas une minorité qui n'est pas autochtone, des descendants d'envahisseurs, qui oppriment et dominent et subjuguent et torturent les populations locales, les populations indigènes africaines, les autochtones, qui représentent plus de 95% de la population. Et donc, les Africains se sont levés. Le monde s'est levé, l'humanité s'est levée. On s'est battu contre ce système et ce système a été détruit. Ou du moins, dans sa manifestation politique. Parce que, d'un point de vue économique, nous savons que l'Afrique du Sud, Azania, est toujours sous le régime de l'apartheid. C'est toujours cette minorité blanche, descendante des envahisseurs blancs européens, qui détient plus de 75% des terres. Ils détiennent plus de 80% de l'économie. Eh bien, c'est la même chose en Mauritanie. Il n'y a aucune différence, nous dit Biram Abeid. Et nous sommes d'accord avec lui. En Mauritanie, vous avez une minorité qui n'est pas autochtone, qui sont des descendants d'envahisseurs venant hors d'Afrique, qui ont subjugué, dominé, qui torturent et pire, mettent en esclavage une partie de la population autochtone. Il n'y a aucune différence. Ils ne représentent pas 10% de la population et pourtant, ils détiennent tous les leviers du pouvoir. Ils détiennent la quasi-totalité de l'économie. Toutes les terres arables sont entre leurs mains. Et donc, le sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire ces tentatives d'expropriation des terres des Africains qui vivent le long du fleuve Sénégal, dans sa partie nord, eh bien, nous disons que cela s'inscrit dans un continuum. C'est une continuité. C'est un plan qui a été élaboré dès les années 60. La France, la puissance impériale coloniale, en partant, a passé le bâton à d'autres coloniaux, à d'autres impérialistes. Nous considérons les Bédanes comme des impérialistes. Et donc, les Bédanes s'emparent du pouvoir en 1960. Et ils se lancent dans une politique graduelle d'arabisation du pays. Nous avons dit que la Mauritanie est un pays africain. Comme tous les autres pays africains, la Mauritanie, la population de la Mauritanie à plus de 90% est africaine, des Noirs. Donc c'est un pays africain, ce n'est pas un pays arabe. Qu'on soit clair là-dessus. Et donc de 1960
jusqu'en 1989-90, qui sont des dates très importantes. Déjà en 1972, l'État mauritanien sort de cette supercherie que la France avait laissée derrière elle et qui continue encore aujourd'hui en ce qui concerne les autres pays qu'elle a colonisés en Afrique. Mais la Mauritanie s'en est sortie. Ils disent qu'on ne veut plus de votre monnaie. Eux, ils ont réglé le problème de la monnaie depuis très longtemps. La France leur dit qu'ils ne pourront pas parce que leur monnaie ne sera pas garantie. Et la solidarité arabe a fait que l'Algérie, la Libye et d'autres pays arabes ont mis leur poids derrière la Mauritanie, qui a pu sortir du CFA et avoir sa propre monnaie qu'ils appellent le Ouguiya. Ensuite, jusque dans les années 78, le français était la langue officielle. Et là aussi, nous disons qu'ils ont raison, qu'il fallait qu'ils se débarrassent de cette langue et ils l'ont fait. Le problème se situe à un autre niveau. Pourquoi est-ce que c'est l'arabe qui est devenu la langue officielle de la Mauritanie, alors que les Arabes ne représentent pas 10% de la population? Pourquoi le Bambara n'aurait pas pu être la langue officielle de la Mauritanie? Pourquoi le Sarakoulé? Pourquoi le Wolof, le Poulard, le Soninké? Pourquoi ces langues n'ont pas pu être les langues officielles de la Mauritanie, sachant que la majorité de ces peuples-là ne sont pas arabes? Mais là n'est pas la question. Nous disons que la Mauritanie est un pays africain et qu'il est possible que des Africains et un peuple venu d'ailleurs puissent vivre en paix, dans l'égalité et dans l'équité. Ce qui est inacceptable, c'est d'avoir en Afrique un pays où plus de 90% de la population est africaine et noire, se faire diriger, oppresser, dominer par une minorité qui vient d'ailleurs, qui ne représente même pas 10% de la population. Nous pensons que cette situation est intenable et que les Africains, à un moment donné, devraient se pencher sur cette question et la régler pour de bon. C'est ce qui a été fait pour le régime raciste de l'apartheid. C'est la même chose qui doit être faite pour le régime esclavagiste de la Mauritanie. Et donc, entre 1978 jusqu'en 1989, ce processus d'arabisation, ce processus de réorientisation d'un pays africain vers le monde arabe, il devient un pays qui joint la Ligue arabe. Nous n'avons rien contre l'arabe, mais nous avons un problème contre toute tentative d'acculturation, d'appropriation, non seulement des terres africaines au profit des Arabes. Nous rejetons cette idéologie. Cette idéologie, en fait, s'appelle le baathisme. C'est quoi le baathisme? Le baathisme, c'est le nationalisme arabe. Le baathisme, c'est Saddam Hussein. Donc, Saddam Hussein de l'Irak est celui vers qui les Beydans se sont tournés quand ils se sont arrachés de la grippe du français. Ils se sont orientés vers leurs parents en Irak pour la formation de leurs officiers. Et donc, une des caractéristiques que vous verrez chez les baathistes, ils ne gardent pas la barbe. Bien que la Mauritanie s'appelle la République islamique de Mauritanie, ils ne gardent pas la barbe. Ils gardent la moustache. C'est des nationalistes arabes. Ils s'inspirent de Gamal Abdel Nasser. Certains Africains qui ne sont pas familiers avec le vrai panafricanisme ont tendance à considérer Gamal Abdel Nasser comme un panafricaniste. Il ne l'était pas, il ne l'a jamais été. Gamal Abdel Nasser était dédié à la cause arabe. Construire le panarabisme était son objectif. Et nous disons qu'il a raison.
les gens se regroupent autour de ce qu'ils ont en commun. C'est tout à fait normal. Ce que nous rejetons, c'est l'instrumentalisation des Africains, leur utilisation à des fins qui ne sont pas dans leur intérêt. C'est ce que nous rejetons. Et donc, ce processus de baptisation s'est accéléré en Mauritanie. Et entre 87 et 89, ils ont atteint le sommet. Là, il fallait purger l'armée mauritanienne de ses officiers noirs qui n'ont pas cette idéologie baptiste. Parce que ces populations noires qui vivent en Mauritanie, ce ne sont pas des populations aliénées. C'est des populations extrêmement fières. Les Soninké, les Saraholais, les Bambara, les Peuls, les Wolofs, c'est des populations fières qui refusent de se plier à cette tendance arabisante. Ils refusent, ils disent qu'on est africain. Voilà. Vous avez le pouvoir, vous avez les armes, vous pouvez imposer l'arabe au niveau de la télévision, vous pouvez tenter de faire disparaître nos cultures au niveau des médiums publics, mais nous nous accrocherons à notre culture parce que nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des Africains. Et le message, il est clair. Donc, il fallait épurer ces nègres-là. Et donc, c'est ce qui a donné les événements de 89-90 où vous avez des centaines, des milliers d'Africains, Mauritaniens, on les a dépouillés de leur nationalité, on les a sortis du pays. C'est des gens qui sont devenus des immigrés dans le monde. Vous les trouvez au Mali, au Sénégal, au Niger, vous les trouverez au Canada, en France, ailleurs. Des gens sans patrie. Et donc, l'épisode le plus pervers des événements de 89, bien entendu, il y a eu des réactions au Sénégal. C'est le seul moment où on a vu les Sénégalais réagir quand les Mauritaniens oppressaient leur peuple en Mauritanie. C'est le même peuple. Mauritanie-Sénégal, ça n'a pas de sens. Cette rivière qui constitue une barrière physique, qui constitue en fait une frontière abstraite. C'est une frontière abstraite, elle est artificielle. Ce sont les deux peuples qui vivent des deux côtés des rives du fleuve Sénégal. Et donc, il y a eu des arabo-berbères qui ont aussi subi des exactions au Sénégal. Il faut le dire, c'est la vérité. Mais ce n'est que la réaction de ce qui s'est passé en Mauritanie. Nous voulons que ces peuples-là vivent en paix. Si tout le monde vit en paix, personne ne sera persécuté. Mais il est inacceptable d'avoir un pays qui pratique encore l'esclavage aujourd'hui. Et donc nous rejetons l'esclavage. Nous rejetons l'esclavage sous toutes ses formes. Nous la rejetons avec les fibres les plus infimes de notre corps. Nous rejetons l'esclavage au plus profond de notre âme. Quelles que soient les bases religieuses, spirituelles, culturelles, politiques, sociales, sur lesquelles cette pratique est basée, nous rejetons l'esclavage. Ça, c'est clair au moins. Et donc, il faut que les Beydans comprennent, les arabo-berbères en Mauritanie, il faut qu'ils comprennent que le futur de ce pays n'est pas un futur arabe, c'est un pays africain. On ne peut pas avoir 90% de la population africaine et dire qu'on a un pays arabe, c'est un pays africain. Et donc ça va prendre du temps avant qu'ils ne le comprennent, mais c'est ça la réalité. Les rapports de force ne vont pas rester ce qu'ils sont aujourd'hui. Les rapports de force changent. C'est des gens, la classe politique mauritanienne, Beydan, c'est des gens qui sont incompétents en fait. Ils ne prennent pas la température de leur environnement. Ils ne voient pas ce qui se passe en Afrique aujourd'hui et dans la diaspora. Ils ne voient pas cette résurgence du peuple noir, des Africains, qui sont en train de se lever partout où ils se trouvent pour réclamer, pour demander la dignité. Et ils sont prêts à se battre. Ils sont prêts à faire ce qu'il faut. Regagner leur souveraineté par tous les moyens nécessaires. Et l'État mauritanien n'a pas compris. Et donc cela devrait leur servir d'avertissement. Que s'ils continuent cette répression brutale contre des manifestants pacifiques qui réclament leurs droits, ils sont en train d'ouvrir une boîte dans laquelle ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a. Et donc, après 89-90,
qu'on ait expulsé des centaines, des milliers d'Africains hors de chez eux, les organisations internationales comme le HCR et d'autres organisations régionales ont réussi à négocier le retour de ces Africains mauritaniens. On a presque supplié le gouvernement mauritanien de récupérer ses citoyens. Et donc vous avez ces Africains qui reviennent sur la terre de leurs ancêtres d'où ils ont été expulsés. Et qu'est-ce qu'ils voient? Des arabo-berbères installés, voilà, chez eux. Et ces gens-là disent que c'est chez eux. Donc il a encore fallu rentrer dans des tractations pour dégazer ces gens-là et récupérer ces terres. Et donc aujourd'hui, quand on a l'État mauritanien, par le biais des beydanes particuliers, qui louent ces terres-là à des Marocains pour qu'ils les mettent en valeur, ce n'est que la continuation d'un processus qui a démarré depuis 1960. Donc ce n'est pas nouveau. Et là, nous disons aux Africains, c'est important qu'on garde un œil sur ce cas-là. Parce que si cela passe, la prochaine fois, ce sera un autre pays, quelque part. Il faut qu'on comprenne que l'Afrique est en phase de recolonisation. Certains diront c'est une exagération, mais tous les signes l'indiquent. Regardez ce qui se passe en Éthiopie, regardez ce qui se passe au Mali, regardez ce qui se passe au Niger, au Tchad. Regardez ce qui se passe au Mozambique. En Afrique du Sud, nos frères sont toujours en train de se battre avec l'aide du frère Julius Malema de l'IFF, Economic Freedom Fighter. Ils sont toujours en train d'essayer de récupérer leurs terres. Et donc, les terres retourneront aux propriétaires. En Afrique du Sud, en Namibie, au Kenya, en Mauritanie et ailleurs. C'est une situation qui ne peut pas perdurer. Tôt ou tard, il faut qu'on la règle d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas la laisser à la génération prochaine. C'est des situations qui doivent être réglées maintenant. Et donc, nous en appelons à tous nos frères qui ont une audience, qui ont un accès à un public plus vaste, de disséminer cette information, de sensibiliser le reste des Africains afin qu'on montre au peuple africain de Ngaoulé qu'ils ne sont pas seuls. On est avec eux et qu'ils continuent le combat. Et donc, c'est tout ce que nous avions à dire à ce sujet-là. Et nous vous disons à la prochaine, frères et sœurs. Uhuru.